Et nous allons à présent initier un autre secteur qui est clé pour l'Espagne et pour le Maroc, à savoir l'industrie touristique, le tourisme. Et nous allons essayer de trouver des solutions communes pour les défis qu'il nous faudra relever au niveau du développement durable et la compétitivité. Heureusement, après l'arrêt pendant la pandémie du secteur touristique, il est vrai que l'Espagne s'est déjà récupérée. Et non seulement l'Espagne s'est récupérée, mais elle va d'ici peu obtenir un nouveau record historique en arrivée de touristes internationaux dans notre pays. Et le Maroc aussi. Le Maroc montre donc quel est son intérêt et sans doute augmente comme destination touristique. D'ailleurs, il y a énormément de sociétés espagnoles qui parient déjà et qui investissent dans le domaine du tourisme au Maroc. Ces deux pays sont deux pays très importants au niveau du tourisme. Et aujourd'hui, nous avons parlé des possibles voies de coopération internationale dans ce secteur et dans cet écosystème. Nous allons voir quel a été l'impact des différentes crises subies par le secteur et quelles sont les perspectives d'avenir. Et pour parler de tout cela, nous avons aujourd'hui la fierté de compter sur quatre personnages très importants pour le secteur. Pour commencer, je vais demander à Raquel Bonilla, qui est rédactrice en chef de tourisme du quotidien La Razón, pour qu'elle vienne modérer. Bonjour, Raquel. Merci beaucoup, Marine. Merci de cette présentation. Je crois qu'il est clair que nous avons quatre participants de très haut niveau. Donc, pour essayer de travailler les stratégies ou voir quel est le travail commun que nous pouvons réaliser à partir de l'Espagne et du Maroc dans le domaine touristique. Car, comme a très bien dit Monsieur le ministre, ensemble, nous sommes plus forts. Je pense que dans le secteur touristique, cela est plus vrai que jamais. Pour commencer, j'aimerais savoir de façon à ce que tout le monde puisse bien vous situer. Nous allons commencer par Monsieur Abdelhamid Abdou. Expliquez-nous ce que Royal Air Maroc fait actuellement. Donc, quelles sont les tâches principales sur le domaine du tourisme et quelles sont donc les nouveautés que vous travaillez pour cette année, ce que vous avez obtenu. J'aimerais je ne veux pas imiter mon ami Monsieur Nizar et je vais donc parler en français. Le tourisme au Maroc est évidemment l'une de nos premières stratégies, notre première priorité. Et Royal Air Maroc met en place tous les moyens qu'il faut pour accompagner les destinations touristiques marocaines. Nous sommes le premier transporteur de touristes au Maroc. Comme vous le savez, notre pays a signé un accord d'Open Sky avec l'Union européenne depuis 2005-2006, ce qui fait que nous avons à peu près 45 compagnies aériennes qui font des vols sur le Maroc et qui transportent aussi bien des touristes que nos concitoyens qui vivent un peu partout en Europe. Royal Air Maroc est effectivement impliqué dans cette stratégie du tourisme. Euh, sur certaines routes, nous sommes très actifs, notamment sur l'Espagne, où nous couvrons à peu près tous les principaux aéroports espagnols sur la plupart des grandes villes marocaines. Donc nous avons près d'une vingtaine de connexions par jour qui connectent un peu partout les villes espagnoles aux villes marocaines. Donc nous sommes très très présents. Et ma foi, nous avons essayé d'investir un peu plus en signant un partenariat stratégique avec Iberia. Il y a juste avant le Covid, en 2019. Et à travers ce partenariat stratégique, grâce à toute la connectivité de Iberia en Espagne, nous récupérons encore plus de touristes d'un peu partout, des villes espagnoles que nous ne couvrons pas directement, vers le Maroc, ainsi que de certaines villes d'Amérique du Sud, là aussi vers le Maroc. Donc tout cela est fait pour faciliter l'accès à notre pays aux touristes du monde et d'abord aux touristes espagnols vers notre pays. Nous sommes vraiment très fiers. L'Espagne est notre deuxième marché et nous allons continuer à investir davantage pour
je dirais, attirer un maximum de touristes et pour apporter le service le plus adapté à cette clientèle qui ne nous connaît pas si bien que ça. Hein. Les Espagnols, il y a deux catégories. Il y a les Espagnols du Sud qui nous connaissent un peu mieux que les Espagnols du Nord. Et donc, il faut absolument que nous ayons un peu plus de touristes espagnols du Nord pour diversifier un peu plus notre produit. Vale, Merci. muchas gracias. Merci beaucoup. Pour la Société marocaine de l'ingénierie touristique, quel est votre rôle dans la promotion touristique? Que vous avez l'Office national de tourisme du Maroc et j'aimerais savoir quel est le rôle de vos deux institutions. Comment est-ce que vous travaillez conjointement et quelles sont les initiatives que vous mettez en œuvre pour faire la promotion du tourisme? Merci beaucoup. Je vais parler aussi en français. La Société marocaine d'ingénierie touristique, elle est là pour travailler aux côtés des autres acteurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs dans le tourisme, et la particularité du tourisme, c'est que tout le monde fait du tourisme. Et c'est là où la difficulté de son intervention. Tout le monde est expert dans le tourisme. Alors, particulièrement dans ce sens, puisque aujourd'hui la compétence du tourisme, elle est partagée entre l'État et les collectivités territoriales, elle intervient pour améliorer, pour aider les collectivités territoriales, d'une part, à améliorer l'expérience touristique en sens sain, en termes d'attractivité des touristes, mais elle est là aussi pour accompagner les investisseurs pour améliorer leur business. Elle est là, elle gère un certain nombre d'incitations qui sont spécifiques au tourisme pour permettre une meilleure rentabilité de l'acte d'investir, et surtout quand il s'agit de destinations qui sont lointaines, comme ça a été dit. Elle accompagne également ces investisseurs pour bénéficier des incitations dont a parlé Monsieur le ministre Baraka, qui sont là depuis quelques mois et qui permettent d'avoir de grosses incitations importantes de développement. Et donc, elle est là pour les accompagner. Tout cela fait qu'aujourd'hui, elle est là pour exécuter la stratégie de l'État dans ce sens. Et vous savez qu'il y a une nouvelle stratégie qui a été mise en place. On pourra en parler un peu plus tard. Que al final, según que- On va approfondir sur cette stratégie un peu plus tard. En ce qui concerne l'encouragement, Iñaki, raconte-nous le rôle du Maroc pour les voyages d'affaires. Le Maroc a été toujours pour nous une destination de proximité. Et c'est une destination très aimable, une destination avec une infrastructure d'hôtels qui s'ajuste aux exigences de nos opérations. Le touriste d'affaires, le touriste maïs a un pouvoir d'achat très élevé et exige une prestation de services de qualité. En général, ce touriste, il est toujours invité, il a gagné un prix ou quelque chose et par conséquent, il s'agit d'un touriste. En moyenne, nos opérations quotidiennes, le touriste d'affaires dépense entre 300 et 500 euros par jour. Et cela par rapport aux 100-150 de touristes en vacances. Et nos opérations en général se font entre le lundi et les vendredis et hors saison. Par exemple, actuellement, nous voyageons beaucoup au mois de mai. Juin, juillet, août ne nous intéressent pas, septembre très peu. Par conséquent, je pense que c'est un autre type de tourisme très intéressant. Il est vrai que pour nous, le Maroc se limite à Marrakech et au Ouarzazate, à peu près. Et je pense qu'il serait intéressant, justement, j'écoutais le ministre lorsqu'il parlait de cette autoroute avec ce tunnel, car il est vrai qu'il y a un col. Nous, en général, nous voyageons en 4x4 à partir de Marrakech et c'est très long. Donc, ce tunnel, je pense que ce sera un très bon investissement. Et comme nous avons ici un représentant de la Royal, nous sommes très bien connectés, mais le fait d'avoir un vol direct à Ouarzazate à partir de Madrid serait très intéressant. Ou même Agadir, qui est une destination encore peu connue, mais avec une infrastructure intéressante. Et donc, Barcelone, voilà, moi je demande, je ne fais que demander des choses. Voilà, c'est très important que l'on puisse parler de ce qu'il nous faut améliorer pour travailler en commun. Le Maroc est une destination sûre
car évidemment, lorsqu'on a la responsabilité de faire voyager des personnes, en particulier lorsque ces personnes vont travailler et qui sont invitées pour un congrès ou autre, donc cette stabilité pour nous est très importante. Et nous avons énormément appris pendant la pandémie. La sécurité de nos invités, de nos travailleurs, de nos clients est primordiale. Et c'est vrai que dans ce sens, c'est un plaisir que de travailler avec le Maroc. Il y a des choses que l'on peut améliorer, évidemment. Il y a toujours des choses à améliorer, les infrastructures au niveau de l'aéroport, etc. Mais je pense que la voie est positive. Donc c'est un pays pour nous très intéressant que l'on espère travailler de plus en plus. C'est un énorme pays avec énormément de ressources que l'on peut visiter et donc on espère augmenter notre flux. Pour le groupe Falcello, c'est la première chaîne d'hôtels espagnols avec le plus de places dans le pays voisin. Donc le pari de Barceló sur le Maroc est essentiel. Dino Raoul, quelles sont les données du groupe Barceló au Maroc et quelles sont les perspectives d'avenir? Oui, nous sommes au Maroc depuis à peu près 20 ans. Nous avons démarré à Casa. Après Casablanca, nous avons acheté quelques hôtels et nous avons souscrit des accords pour repérer à Fès et nous avons ultérieurement acheté cet hôtel. Actuellement, nous avons 7 hôtels. Possiblement, la semaine prochaine, si nous avons de la chance, nous en aurons davantage. Mais pour l'instant, nous sommes à 7 hôtels, 1000 personnes donc, qui travaillent avec nous. Et je crois qu'un autre sujet est intéressant et de confirmer qu'avec des partenaires locaux, avec des accords de collaboration, on arrive à avancer. C'est une formule très intéressante, associer donc les chefs d'entreprise espagnols et les Marocains et essayer de faire de plus en plus affaires. Nous avons toujours considéré le Maroc comme un pays très intéressant et comme une porte d'entrée vers d'autres pays de l'Afrique. Nous considérons que si nous sommes forts au Maroc, à l'avenir, nous pourrons être forts dans d'autres pays. Nous avons investi plus d'1 milliard d'euros pendant les dernières années et l'idée serait, avec ces derniers hôtels que nous avons achetés, où nous investissons, nous espérons entamer des projets de transformation. Car le Maroc est comme l'Espagne, comme dans tous les pays, les hôtels se fatiguent, comme disons dans le secteur, et donc il faut rafraîchir ces infrastructures, rajeunir ces infrastructures. Donc ce que nous faisons actuellement, c'est transformer le produit. Nous avons fait une procédure de transformation très importante dans un hôtel de Tanger. Nous avons un hôtel magnifique là-bas et avec le nouveau hôtel que nous venons d'acheter à Casablanca, l'idée est d'entamer un processus de réforme également. Parlons de la coopération bilatérale parce que finalement c'est inévitable du point de vue des compagnies aériennes, des destinations, de la promotion. J'aimerais savoir, lors la dernière Coupe du Monde du foot, ça devient un boom touristique parce que c'est une destination qui est perçue par des millions de personnes et vis-à-vis de l'avenir de la Coupe du Monde à 3, Espagne, Maroc, Portugal, qu'est-ce que cela pourrait supposer pour les 3 pays? Ça pourrait être un point d'inflexion dans cette coopération bilatérale d'un point de vue touristique, non? Le fait de travailler conjointement, Portugal, Espagne, le Maroc, et peut-être attirer des touristes de plus loin. Et étant donné qu'ils viennent ici, ils ne vont pas seulement visiter une ville espagnole ou portugaise, ils vont aussi en profiter pour faire cette route, que cette route soit un peu plus complète. Racontez-moi, quelle pourrait être cette perspective d'avenir et si cela peut supposer les bases d'une coopération plus durable sur le long terme au niveau touristique? Oui, nous avons la chance d'avoir des gouvernements qui nous ont fixé un objectif, qui est 2030, que ce soit le gouvernement portugais, espagnol ou marocain. Nous, en tant qu'opérateurs, on nous a dit il y a une opportunité extraordinaire qui est 2030, qui est la Coupe du Monde. Et nous avons vu ce qui se passe dans tous les pays du monde qui accueillent la Coupe du Monde. C'est un boost extraordinaire. J'avais 10 ans lors de la première Coupe du Monde que j'ai regardée de mes yeux, c'était en 1982.
Et ma foi, vivre cette expérience aujourd'hui en étant un acteur, plus qu'un spectateur, est extrêmement motivant pour tous les Marocains, tous les Espagnols et tous les Portugais. Donc ce target qui va venir va construire beaucoup d'opportunités. Et nous, personnellement, nous sommes déjà en train de nous préparer pour cela. Nous devrions, au niveau de Royal Air Maroc, annoncer une nouvelle vision stratégique dans les semaines à venir qui est très, très, très ambitieuse et qui va nous permettre de connecter beaucoup plus de pays dans le monde, d'avoir beaucoup plus de flux, justement pour qu'en 2030, nous soyons prêts à accueillir dans nos avions, dans nos villes marocaines, un maximum de spectateurs pour cette Coupe du Monde. Les partenariats, comme je vous l'ai dit, stratégiques avec Iberia, va aussi beaucoup nous aider à transporter encore plus de monde. Et je mettrai ma casquette d'ancien directeur général d'Office du tourisme, puisque j'étais directeur général entre 2008 et 2013 de l'Office du tourisme. Nous avions un vœu à l'époque qui était de dire pourquoi est-ce qu'on ne commercialiserait pas des bundles, des packages, visite Espagne-Maroc, Europe-Afrique. Nous avons réussi à le faire, mais de manière artisanale. Quelques touristes arrivaient en Espagne, traversaient le détroit, passaient une journée à Tanger, Chaouen et repartaient. Là, nous avons une opportunité d'en faire un vrai produit, un vrai package où pendant une semaine, 2 semaines, les spectateurs, les fans de foot passeront quelques jours à Madrid, à Lisbonne, à Sevilla, à Casablanca, à Tanger, à Marrakech, et ainsi de suite. Donc nous, personnellement, nous serons prêts. Nous sommes très heureux de ce target parce que, là, encore une fois, ça nous donne un objectif. Et il n'y a aucune raison pour que nous ne réussissions pas tous ensemble à faire bénéficier notre tourisme commun des 3 pays d'un vrai boost à l'avenir. Et comment est-ce que vous travaillez vous-même de ce point de vue, donc avec cet objectif de pouvoir démontrer que le travail conjoint peut devenir la meilleure manière de promouvoir la destination du Maroc, Portugal, Espagne? Alors, il y a déjà aujourd'hui un travail commun qui se fait, un travail important qui se fait, puisqu'on essaie de montrer aujourd'hui le potentiel du Maroc. Plusieurs agences de voyage travaillent ensemble, plusieurs investisseurs travaillent ensemble. Nous avons un partenariat stratégique avec Barcelo. On a parlé de 7 hôtels, nous ambitionnons de minimum doubler. Je pense qu'il y a un partenariat stratégique qui est fait, nous les aidons. Je pense en mettant beaucoup plus de capacités et de créer beaucoup plus de produits, on pourra aujourd'hui réussir ce challenge. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de la barre du million avant Covid. On parle de deuxième marché. Moi, je vais parler aujourd'hui de premier marché. Parce que l'évolution qui a été faite par l'Espagne après Covid, elle dépasse de loin tous les marchés. Aujourd'hui, nous sommes à plus 35%. Ça dénote aujourd'hui d'une volonté importante. Quand je vais parler d'investissement, puisque moi, je travaille beaucoup sur l'investissement et sur le produit, aujourd'hui, on voit beaucoup d'investisseurs espagnols venir investir. On n'a pas été chercher Barcelo. Peut-être qu'on a failli à notre mission, mais c'est Barcelo qui est venu nous chercher. C'est Barcelo avec lequel aujourd'hui nous travaillons aujourd'hui pour développer davantage. D'autres groupes espagnols, je ne vais pas qui sont là. Je pense qu'il y a d'autres groupes espagnols qui sont là pour investir. Et je pense que cette organisation commune donne une opportunité importante de développement davantage de capacités au Maroc, d'investissement au Maroc, et c'est ce qui permettrait aujourd'hui de répondre à cette volonté d'organisation de cette Coupe du Monde commune. Je pense que l'Espagne et le Portugal ont bien avancé sur la création de ce produit. Le Maroc est en phase. Il a réalisé un peu plus de 150 000 lits sur ces 10 dernières années. Nous ambitionnons de réaliser autant sur les années qui viennent. Et je pense que c'est une opportunité que nous devons choisir opérationnellement pour exécuter cette volonté commune des 3 pays à organiser cette Coupe du Monde, comme on dit, Inch'Allah, chez nous. D'un point de vue des chefs d'entreprise espagnols, quels sont les principaux obstacles que vous retrouvez et quelles améliorations seraient nécessaires, quels seraient les axes de travail afin que les investissements des entreprises espagnoles touristiques soient chaque fois plus grands dans un pays comme le Maroc? Quelles sont les demandes? Eh bien, en premier lieu,
J'aimerais souligner le fort impact social qu'a le tourisme dans l'économie de toute destination. Un impact qui est positif, je crois. Nous parlons maintenant de la Coupe du Monde. Je pense qu'avec cette prédisposition, la seule chose compliquée, ça va être de choisir la mascotte. Parce qu'entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est important. Et c'est important également d'avoir un bon concept de co-gouvernance entre les différentes institutions publiques, mais également le secteur privé. Cette capacité d'investissement doit être bidirectionnelle. En revenant donc au sujet de la Coupe du Monde, nous avons des circuits traditionnels touche le Maroc, l'Espagne et le Portugal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tourisme d'Amérique latine qui passe par Lisbonne. Il y a des circuits un peu plus longs et en tout cas, c'est quelque chose qui revient, ces investissements reviennent. Vis-à-vis des investissements purs de la part des entreprises espagnoles, eh bien, concernant les agences, c'est la partie que je contrôle peut-être le plus, mais je crois que nous travaillons déjà dans une coopération importante. Le professionnalisme des agences MICE au Maroc, c'est quelque chose qui vient de loin, et puis ils investissent peut-être plus en nous que nous en eux. Peut-être qu'au niveau hôtelier, cela change. Oui, dans le cas de l'industrie hôtelière, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire? Excusez-moi, Raquel, mais je vais essayer de partager ma vision sur ce sujet, sur la Coupe du Monde. Je trouve que c'est très intéressant. En premier lieu, il s'agit d'expliquer comment le tourisme peut avoir un impact qui va au-delà. La compréhension entre les trois pays, entre les trois cultures, c'est quelque chose qui peut être favorisé par la Coupe du Monde. Le fait d'avoir 2 continents, 3 pays qui participent à cette Coupe du Monde, ce n'est pas quelque chose sans importance, c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment appuyer. Et nous sommes surpris aussi de voir comment le sport unit non seulement des pays, mais il ouvre également des destinations. De par les très bons résultats du Maroc à la Coupe du Monde, nous voyons qu'il y a une nouvelle demande qui est générée. Concernant la manière d'obtenir de nouveaux clients, il faut savoir que pour notre groupe, outre le secteur d'affaires hôtelier, nous avons aussi des activités importantes autour des voyages. Nous avons une part de marché de 23% en Espagne et au Portugal. Il faut voir comment nous pouvons encourager le Maroc comme destination. Je pense que l'Espagne peut être un pays d'émission important pour le Maroc. Et quand on parle de tourisme, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les marchés de proximité. On peut faire ces voyages qui sont des escapades. Et si l'on passe à des voyages d'une distance plus lointaine, ça peut être intéressant pour eux de faire une visite à différents pays. Quelqu'un qui vient d'Asie ou d'Amérique, pour eux, ça pourrait être quelque chose de plus normal. Concernant les aides, j'ai l'habitude de dire publiquement que tant qu'on ne nous gêne pas trop, je suis content. Tant qu'on ne met pas trop d'obstacles. Dans le cas du Maroc, notre expérience ces 20 dernières années a été en général très positive. Lorsque nous avons essayé d'investir, on nous a laissé investir, on ne nous a pas mis d'obstacles. En général, on nous écoute, on essaie de nous aider. Nous allons voir si nous allons pouvoir clore de nouvelles opérations. Nous avons quelque chose à négocier, mais j'espère que nous pourrons passer outre cet obstacle. Mais en général, l'attitude a été très positive. C'est vrai que le chef d'entreprise essaie toujours de recevoir une aide avec la promotion de la destination, avec les aides. Et nous avons différents partenaires qui nous appuient dans ce sens-là. Et je dois dire que c'est un pays qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, je les encourage à y investir, car c'est un pays qui affiche une grande stabilité et un fort soutien à l'investissement. Dans ce cas-là, l'expérience est positive, oui, positive, très positive.
Ce qui aide également, c'est le fait que le Maroc a compris que le Maroc a compris que le tourisme peut être un élément de développement de l'économie. C'est vrai pour l'Espagne. Ça fait longtemps que le tourisme est une matière première, on va dire, pour l'Espagne, mais le Maroc est aussi conscient du potentiel du tourisme. On peut réussir à avoir beaucoup de bénéfices d'un point de vue économique. Effectivement, le tourisme, je pense maintenant depuis 20 ans, parce qu'on ne parle plus de stratégie, depuis l'arrivée de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu le glorifie, je pense qu'il y a eu un effort important. Puis toujours, le Maroc, c'est considéré comme une destination, je vais l'appeler hospitalière, destination de tourisme. Maintenant, devenir industriel est une autre paire de manches. Dire bienvenue est bien. Maintenant, le rendre de manière industrielle, réaliser des performances importantes, devenir premier, parce que nous sommes premiers aujourd'hui en Afrique en termes d'investissement, on est premier en Afrique en termes de recettes. Pas beaucoup de secteurs au Maroc où on est premier à travers l'Afrique. En tout cas, le tourisme, nous le sommes aujourd'hui. Et donc, nous avons très rapidement mis en place un certain nombre de stratégies. Première stratégie, deuxième stratégie, troisième, je vais l'appeler plus feuille de route, parce qu'on est plus dans l'action, beaucoup moins dans la stratégie, plus d'action. Nous avons beaucoup d'investisseurs marocains qui investissent dans le tourisme, là aussi c'est important. Beaucoup plus de partenariats entre des investisseurs marocains et investisseurs espagnols. Ça existe aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, Barcelo investit seul. Nous l'accompagnons, comme ça a été dit. On remercie pour les mots gentils qui ont été évoqués. Mais aujourd'hui, nous ambitionnons d'avoir beaucoup plus de partenariats entre les investisseurs marocains touristiques et les investisseurs espagnols pour une montée en puissance très importante. Alors, cette approche industrielle aujourd'hui, le Maroc, on en a fait cette année un cheval de bataille avec ce gouvernement, un vrai cheval de bataille, puisque beaucoup de moyens ont été mis dans le tourisme. Je pense, Monsieur le Président directeur général a parlé des annonces qui vont arriver. D'autres annonces ont été faites dans le cadre de la promotion, dans le cadre de l'aide de la promotion. D'autres annonces ont été faites dans le cadre de l'investissement. Et j'espère que nous arriverons à rendre beaucoup plus industriel le secteur du tourisme et à devenir parmi les 20 premières destinations mondiales. Aujourd'hui, l'évolution telle qu'elle est faite actuellement nous montre qu'il y a une relance très importante qui existe, palpable à travers des chiffres, et nous ambitionnons de faire beaucoup mieux, j'espère, avec l'annonce et j'espère un peu plus avec ce qui a été réalisé au niveau du mondial par le Maroc. Là aussi, ça a donné un effet extraordinaire, puisque l'image du Maroc a été améliorée de beaucoup. Nous le voyons au niveau de l'empreinte web. Beaucoup viennent cliquer pour voir où est-ce qu'il se trouve ce Maroc. D'accord. Certes, il est là, on nous connaissait. Là, on nous connaît sous un autre angle. Et j'espère que les indicateurs d'arrivée des touristes vont s'améliorer de manière très, très importante. D'ailleurs, dans cette feuille de route, nous espérons et nous ambitionnons d'avoir à peu près 10% de croissance, ce qui est important sur les 3 prochaines années ou 4 prochaines années. En effet, vos aspirations sont élevées. Une question qui émerge, eh bien, à quel point les crises politiques qui peuvent apparaître, des petits conflits politiques, à quel point est-ce que cela a un impact sur les investissements, même si c'est ponctuel, donc un impact sur les investissements des chefs d'entreprise espagnols au Maroc? Est-ce que cela a un impact, ou alors est-ce que les chefs d'entreprise doivent prendre leur recul, sinon ça ne serait pas viable? Le bruit médiatique peut toujours créer des obstacles vis-à-vis de la prise de décision, mais il faut prendre du recul et voir la réalité. C'est vrai que les impacts reçus lorsqu'on est sur place, sur le lieu, on les lit d'une manière différente. Et lorsque quelqu'un est un investissement sur le long terme, on essaie de minimiser ces impacts, bien évidemment.
Je crois que le Maroc, en particulier, a démontré un niveau de stabilité élevé. Et d'un autre côté, le mouvement touristique évite aussi le manque de sécurité. Après, que les rapports soient bons ou mauvais, en général, les gens n'y font pas très attention tant que j'assume le risque au niveau personnel, ou comme par exemple les mouvements indépendantistes. Est-ce que cela a un impact sur le tourisme? Eh bien, celui qui vient de Chine ne sait pas forcément les troubles politiques d'un endroit concret. Et s'il se sent en sécurité, qu'il ne va pas être l'objet d'un vol ou autre, eh bien, c'est suffisant. Par contre, j'aimerais faire une référence aussi à l'importance du secteur touristique comme secteur de traction. C'est bon, là des secteurs qui perdurent dans le temps. En deuxième lieu, ils aident à d'autres secteurs à se développer dans la construction, design, des secteurs auxiliaires à la construction et qui perdurent dans le temps. Je voulais aussi souligner, j'en parlais avant, nous avons plus de 1000 personnes qui travaillent avec nous, mais j'aimerais penser qu'il y a un pourcentage élevé de jeunes gens et de femmes également qui travaillent avec nous. Donc dans ce sens, c'est positif. Et le secteur touristique et notamment l'hôtelier, concrètement, nous amène à des changements d'habitude des consommateurs. Par exemple, un touriste qui va à Agadir, qui reste avec nous 8 jours, il a l'habitude de prendre une marque de bière et s'il a aimé cette bière pendant 8 jours et il la boit la même pendant 8 jours, il va peut-être changer de marque de bière. Je pensais à la pandémie, ça a été traumatique pour nous tous. Et celui qui a des poules pour pondre des œufs, moi je demandais combien d'œufs on consomme chaque jour dans les hôtels en Espagne, plus de 10 millions d'œufs. Et s'il n'y a pas de touristes, eh bien c'est un problème pour celui qui possède des poules, mais aussi pour les tomates, les laitues, la viande, le poisson. Pour le secteur agro-industriel, qui est au Maroc un point encore très important, le mouvement touristique est très important et les achats réalisés à des destinations, tous les déplacements faits. Et nous, c'est vrai, on essaie de mettre en avant ce qui est local, mais nous ne voulons pas avoir un modèle touristique qui soit le même partout. Non, au Maroc, il doit être différent, mais pas seulement au Maroc. Et à Agadir, c'est différent. Marrakech, c'est différent de Fès. Et c'est différent de Tanger. Et il faut donner des spécificités à chaque hôtel pour donner une expérience différentielle. Si on donne on offre quelque chose de standard, les gens ne veulent pas vouloir voyager. Sinon, ça sert à quoi de voyager? Donc, les racines avec la culture locale, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, le tourisme d'expérience aussi, c'est quelque chose qu'on encourage. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec ce que dit César. D'ailleurs, quand on parle de l'alimentation kilomètre zéro, d'aide les communautés locales que l'on visite, c'est quelque chose d'essentiel actuellement. C'est la tendance que l'on retrouve dans le touriste maïs espagnol. Et le tourisme général, je dirais d'ailleurs. Mais en général, nos clients, ce sont des entreprises et les utilisateurs. Dis donc qu'il faut remplir des attentes. Ils ont des objectifs pour atteindre les objectifs de développement durable, les ODD. Et dans le secteur, nous travaillons dans le meilleur secteur du monde. C'est ce que j'appelle un secteur cheminé. C'est l'industrie du bonheur. Et je le dis, quand on part en vacances, on aime tous se reposer, se sentir bien. Et c'est ce qu'on recherche. C'est ce bien-être. Et on est content lorsque l'endroit où nous nous rendons, le tourisme permet qu'il prospère. Il y a une grande prise de conscience actuellement pour que ce ne soit pas un tourisme massif, destructeur, et ne pas s'offrir des épisodes
tel que nous l'avons souffert dans certaines villes ici en Espagne, des villes qu'on connaît tous, avec la phobie au tourisme qui peut être compréhensible. Parce qu'il faut être présent dans le quartier de Santa Cruz à Séfi avec la fenêtre ouverte et voir comme on entend des valises constamment passer l'une après l'autre. Mais tu es mauvais. Non, mais moi je vis ici, bien sûr. Et il n'y a que des magasins de souvenirs dans le quartier. Vous savez, donc c'est vrai que c'est peut-être un problème. Il faut avoir une croissance qui est mesurée en respectant aussi respectant les endroits que l'on visite. Nous avons aussi un handicap important que j'aimerais partager ici dans le cadre de ce forum et qui est commun à de nombreux secteurs, c'est le manque de talent existant actuellement, le manque de formation spécifique. Nous souffrons ceci. Nous n'avons pas d'université en Espagne qui ait des matières maïs, à l'exception de l'université de Malaga. Mais nous travaillons notamment pour cela parce que nous avons détecté une fuite des talents dans notre secteur. Nous n'avons pas de jeunes qui sont en train d'étudier, de former cela, car même pas seulement à l'université. Je dis que l'Espagne est la première puissance du monde au niveau touristique, aussi bien au niveau de l'émission que de la réception de tourisme, mais il nous manque un facteur supplémentaire et il nous faut aussi le rôle de l'administration qui est la clé de tout cela. Et c'est une passion pour nous, voyager, c'est d'accord, mais alors à ce moment-là, comment est-il possible que nous ne puissions pas attirer plus de talents? C'est quelque chose que nous recherchons dans la destination où nous allons. Nos clients exigent et demandent une série de services de haut niveau. Et par conséquent, nous avons besoin de serveurs qui soient bien formés, des maîtres bien formés, personnel dans les hôtels bien formés, qui soient contents, qui aient un travail, un salaire juste. Et dans ce sens-là, nous avons encore beaucoup à faire ensemble. Les guides touristiques, comme tu le disais, le tourisme est perméable à beaucoup de secteurs et sous-secteurs. Tu parlais du secteur agraire, mais aussi pour tout ce que cela signifie autour. Aussi bien Raoul et Iñaki a parlé du caractère durable du tourisme, mais comment on travaille dans le Maroc vis-à-vis de l'investissement dans des entreprises touristiques, mais aussi les compagnies aériennes, aéronautiques. Comment est-ce qu'on travaille pour faire en sorte que ce tourisme dont on parle, qui présente un fort potentiel, mais que ce soit aussi quelque chose de durable, avec un caractère durable, c'est inévitable, non? Si vous permettez, je vais répondre sur le produit. Alors, il y a la durabilité a toujours été un des axes stratégiques de développement touristique au Maroc. Alors, ça aussi, ça a un peu freiné le développement puisque plusieurs régions qui ont été développées, on a fait le choix de ne pas mettre beaucoup de pression sur le local. Je donne un exemple. Un resort de 600 hectares aujourd'hui, vous pouvez développer 50 hôtels ou vous pouvez développer 10 hôtels. Le choix a été fait par le Maroc d'y développer 10 hôtels pour respecter cette empreinte au niveau local. Elle a été aussi faite de telle sorte à multiplier ou répartir la richesse du tourisme sur différentes régions du royaume. D'ailleurs, j'entends parler des villes, mais il y a aussi le rural, une expérience touristique très intéressante qui existe. On a parlé de Ouarzazate, mais en fait, quand on va à Ouarzazate, on ne va pas dans la ville de Ouarzazate, on va à l'extérieur du pays de Ouarzazate. Pareil dans d'autres destinations où il y a les oasis ou les montagnes ou d'autres destinations qui permettent aujourd'hui d'attirer davantage de cette nouvelle clientèle qui est apparue dans cette dernière décennie. Alors, tout cela fait que la durabilité a été prise en compte de manière très importante. La durabilité par de la répartition de la richesse, de la partie environnementale. Là aussi, différents projets qui ont été faits utilisent des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, utilisent un certain nombre de choses qui permettent de mieux consommer, pas de moins consommer, mais de mieux consommer, mais également faire en sorte à ce que cette population qui se retrouve autour du projet soit incluse dans le développement de ce projet. Et donc, le Maroc a fait le choix de
prendre la durabilité ou prendre le développement durable dans le cadre de la stratégie touristique. Et on a fait 100 cheval de bataille. Oui, le sujet de la durabilité est évidemment une grande préoccupation pour OLR Maroc et pour toutes les compagnies aériennes. Maintenant, il y a quand même un point qui est important, qui sont des non-dits, des choses qui sont occultées. La marge de manœuvre des compagnies aériennes est vraiment faible. Oui, nous pouvons sensibiliser nos clients sur comment mieux consommer. Nous allons commencer d'ailleurs à communiquer l'empreinte carbone pour chaque voyageur sur son ticket. Oui, en achetant des moteurs de nouvelle génération, des réacteurs de nouvelle génération, nous pouvons baisser de 5-6% la consommation de carburant et donc l'émission de CO2. Nous utilisons déjà des énergies renouvelables, nous retraitons les eaux usées, mais tout ça, c'est tout petit, c'est anecdotique. Le gros de la, je dirais, de la rupture en termes d'émissions de CO2 et de durabilité, elle est sur deux segments. C'est le Sustainable Aviation Fuel, donc le biocarburant, ou la rupture technologique avec des moteurs de nouvelle génération qui sont soit électriques, soit hydrogène. Et dans ces deux cas, les compagnies aériennes n'ont pas du tout les moyens d'y aller. Les producteurs de pétrole et les raffineries sont les seuls à pouvoir aujourd'hui produire du biocarburant, qui est la solution la plus simple, puisque nos moteurs aujourd'hui, nos réacteurs aujourd'hui peuvent accepter jusqu'à 60% de Sustainable Aviation Fuel, de biocarburant, et donc de diviser par deux les émissions de CO2. Sauf que ce biocarburant n'existe pas. Et les quantités sont à moins de 0,1% dans le monde par rapport aux besoins. Et enfin, la rupture technologique avec des moteurs de nouvelle génération, des réacteurs électriques ou des réacteurs à hydrogène, il faut encore 20 ans avant de pouvoir avoir des moteurs, des réacteurs capables de consommer autre chose que du carburant classique. Donc, notre marge de manœuvre est faible et moi, en tant qu'opérateur, je continuerai à mettre de la pression sur nos gouvernements, sur le nôtre d'ailleurs, pour qu'ils trouvent des solutions et des moyens pour nous d'être plus durables.